Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur LCF et aussi sur City FM 89.9 MHz pour votre émission Toc Toc. Toc Toc de ce vendredi, le vendredi 26 août 2016, dernier rendez-vous de la semaine. Nous recevons pour vous ce matin Fabrice Pétizi, il est le patron du journal Le Libéral. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi et bonjour à tous les téléspectateurs. Notre second invité ce matin pour nous, Justin Anani, il est le directeur de togovision.com. Bonjour Justin. Bonjour à toutes et à tous. Dans la deuxième partie, nous aurons comme un invité un économiste. Il s'appelle Nadim Michel Khalif. Il est expert en politique économique togolaise. Avec lui, on va aborder les sujets d'actualité économique de l'heure chez nous ici au Togo. Avant toute chose, voici le jingle annonçant la une des journaux. La une des journaux de ce vendredi 26 août 2016, par le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre à sa une: quand l'INAM fait des aigris, l'hôpital géré a des TICOP sur facture les assurés, mais l'INAM ne branche pas. Une entreprise gérée dans les règles de l'art, mais qui abandonne ses abonnés anarqués. 4G et 3 nouveaux fournisseurs d'accès Internet au Togo, les dessous d'une révolution numérique annoncée. Bruit entre l'OTR et la brasserie Bébé Lomé. Sommet de quitter le Togo, Olivier Ranson cède sa place à Thierry Ferraud. Mouvement d'humeur à la SNPT, les ouvriers renouent avec la grève les 7 et 8 septembre prochains. Dans les cas également ce vendredi, l'alternative de Ferdinand Messa a été franc-maçonnerie. Après l'élection du nouveau grand maître, la Grande Loge nationale du Togo secouée par une bruyante contestation. Des ex-premiers ministres en mission électorale en Afrique. Edem Kodjo en RDC à Oumezounou et Jovi Gali au Gabon. Gardiennage, le calvaire des agents de sécurité de la SAS Togo. Dans les cas également, Togo Matin de Dieudonné Kougalakina, sorti hier mais toujours disponible chez les vendeurs de journaux. Togo Matin qui dit donc écho du Conseil des ministres, alerte à la grippe aviaire, dossier tabou interdit et croyance. Éducation, approche de la rentrée, lobbying pour les inscriptions sport éliminatoires CAN U17. Les équipes favorites éliminées édito. SMPT rêve des travailleurs, cauchemar des employeurs. Chronique de la semaine de Aliziou Dominique dans les kiosques. 10 ans après la signature de la PGE, le CAP 2015 appelle le peuple au soulèvement. Jean-Pierre Fabre et ses affidés responsables de l'échec des réformes. La rentrée scolaire 2016-2017 sous tension. Des syndicats d'enseignants réclament le paiement des primes de rentrée et de bibliothèque avant la reprise des classes. Le changement de Amou Komuvi Amouzou. Sauvagerie militaire à Zéglé dans la préfecture des Zion. Une manifestation pacifique des populations spoliées de leurs terres par la SMPT réprimée dans le son fait un mort et des blessés graves. Dossier Wassem Gates. Pourquoi le mutisme du Premier ministre à la lettre du chef de l'opposition? En intégralité, la lettre de Fabre, la liste des actionnaires et retour sur le dossier Panama Papers. Après 6 mois de détention à la prison civile de Tchévier, sans savoir pourquoi Guillaume Coco, enfin libre, fait des révélations. Diplomatie, Lars Lomé, Jérusalem, Robert Doucet, un espoir pour le continent. Dans les cœurs, c'est également flambeau des démocrates de Loïc Lawson. Pommé, Harote, Kweme, Tablibo Pagala, localité non attrayante, manque cruel d'infrastructures de base, misère ambiante, l'enfer des zones extractives. Politique, avec Paris, après Paris, que va chercher Bojona à Washington. Sommet sur la sécurité maritime, le garage central joue sa partition. Et puis la grippe aviaire refait surface des cas du virus H5 détectés à Adidogomé et à Letikopé. Eh bien, c'est tout pour donc la une des journaux de ce matin. On va observer le jingle et derrière la première partie de l'émission.
retour en studio avec nos invités. Fabrice Pédiesi du Libéral, Justin Anani de Togovision.com, bonjour. Bonjour, Alors on va commencer par les échos du Conseil des ministres qui a eu lieu donc mercredi dernier. Le gouvernement togolais réuni en Conseil des ministres mercredi dernier après une série de décisions dans le but d'améliorer la connexion Internet dans notre pays. Entre autres décisions, l'attribution de la 4G à Togocel et Move et aussi un prochain appel d'offres pour attribuer 3 licences aux fournisseurs d'accès Internet. Encore une annonce de plus, doit-on dire, Fabrice Pédiesi. Oui, ben, vous avez raison quand vous parlez d'une annonce de plus. Bon, sauf que on espère que cette fois-ci, ces annonces-là vont se concrétiser dans la réalité. Parce qu'il faut reconnaître que les efforts du gouvernement en ce qui concerne la connexion Internet, on peut garder un petit grain d'espoir, surtout avec le prochain sommet qui arrive. Bon, on dira, est-ce qu'il fallait attendre le sommet pour revoir la connexion au Togo? Mais si ça peut permettre aux populations, du moins aux consommateurs d'Internet de profiter de cette occasion-là et d'améliorer la connexion au Togo, tant mieux. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le Togo sera sous les projecteurs à partir du mois d'octobre avec le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Et je crois qu'aujourd'hui, il est clair que sans une connexion Internet, le Togo risque d'être la risée du monde. Et cet événement va mettre à jour, mettre à nu cette défaillance-là. Et donc, je crois que ça fait partie, même si ça n'a pas été décidé dans les in extremis, ça fait partie quand même des éléments qui font qu'aujourd'hui le gouvernement est conscient qu'il faut revoir la connexion Internet au Togo, qui est un véritable parcours, ou du moins un véritable chemin de croix pour les internautes. Et donc ça a été dit en Conseil des ministres, et bon, surtout la 4G, je crois que c'est une bonne nouvelle en tout cas, et on attend de voir ce qui va être fait concrètement sur le terrain avant de porter nos jugements. Sinon, pour l'instant, la nouvelle est bonne. Justin Anani nous a promis ici la fibre optique qui devrait mettre fin à nos soucis de connexion Internet. Après, on nous a parlé de 3G qui n'en est pas une. Aujourd'hui, on nous annonce la venue de 4G aussi, 3 nouveaux fournisseurs d'accès Internet. Oui. Encore des annonces ou bien dans quoi ça se passe? Non, c'est là où je vous rejoins. Quand vous parlez d'une annonce de plus, c'est là où je vous rejoins. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça fait tellement des années et à chaque occasion, au cours des rencontres pareilles, le gouvernement annonce qu'il va y avoir de l'amélioration par rapport à la fourniture de l'Internet. Mais malheureusement, le constat qui est fait aujourd'hui, dans la sous-région, aucun pays n'est à la traîne, si ce n'est le Togo. Donc, vous allez au Bénin, vous allez au Ghana, même au Burkina Faso. Donc, lorsque vous voulez sortir, vous voulez travailler en matière d'Internet, donc ça va très bien. Mais malheureusement, le Togo, c'est difficile. On annonce même la série de 3G, mais ce n'est pas une réalité aujourd'hui. Maintenant, on parle de 4G, on parle même de l'ouverture de cet espace-là pour d'autres sociétés en matière de téléphonie. Parce que c'était la chasse gardée jusqu'à présent de Togo Télécom qui était l'unique. Hein. C'est là où moi je ne comprends pas. Bon, il est bien vrai que tout à l'heure nous allons recevoir l'économiste en question, parce que lorsqu'on parle même de la libéralisation de l'économie en matière économique, je ne pense pas qu'il faut quand même mettre des garde-fous. Malheureusement, c'est le constat qui est fait. Tous ceux-là qui ont la volonté, qui veulent venir au Togo investir dans le domaine, donc la plupart du temps, n'ont pas la carte blanche. Donc c'est pour dire tout simplement que c'est une annonce de plus. Moi j'attends de voir et je croise les doigts. Alors ça fait plusieurs années déjà qu'on nous avait parlé de l'arrivée du 3e opérateur de téléphonie mobile. Et après la ministre de l'économie numérique, Sina Lawson, a fait savoir récemment que pour un taux de pénétration d'environ 60%, un 3e opérateur de téléphonie mobile au Togo serait de trop et qu'il n'y en avait même pas d'opérateurs économiques intéressés par le marché du Togo qui est trop petit. Mais bizarrement, quelques jours après, on nous annonce l'arrivée de 3, enfin, on veut donner 3 licences d'exploitation de fournisseurs accès Internet. Il y a un problème. Oh, oui, ça c'est au niveau de l'accès Internet, c'est pas la téléphonie. Effectivement, quand on prend la question de la téléphonie... Il y a Internet également dans la téléphonie. Oui, un 3e opérateur, pour quel marché? Je crois que quelqu'un... nous en saurons davantage tout à l'heure. Pour quel marché? Parce que quand vous prenez des grands pays comme la Chine et même la France et tout cela, listez-moi les opérateurs qui sont là. Parce que les opérateurs ne viennent pas pour venir. Ils viennent, il faut qu'ils sachent qu'ils ont vraiment un marché à conquérir. Et là, aujourd'hui, je crois que la couverture, c'est vrai qu'une 3e téléphonie peut-être peut
entraîner une certaine concurrence et ça va bénéficier à la population. Mais le troisième également peut venir et s'aligner pratiquement sur le même prix que celui qui était là et ceux qui étaient déjà là, parce que quand Move est venu, c'est vrai qu'il y a une certaine amélioration, mais le troisième, ça peut permettre une concurrence qui va dans l'intérêt du consommateur, mais ça peut également entraîner un certain statu quo. Donc aujourd'hui, je crois que le réel problème du Togo, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère, c'est-à-dire ce qu'on a, il faudrait qu'on ait la possibilité de consommer ça effectivement. Sinon, le Togo, c'est avec près de 7 millions d'habitants, combien consomme la téléphonie mobile, un troisième opérateur, pourquoi faire? Mais les enjeux au niveau de l'Internet aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle d'apprendre que Togo Télécom ne sera plus un monopole, qu'on va céder ça. Togo Télécom qui est en faillite, hein, disons-le, parce qu'aujourd'hui Togo Télécom vit de Togocel, ce qui est scandaleux. Le père qui vit aujourd'hui du fils. Puisque Togocel est la fille de Togo Télécom. Non, je crois qu'il faut sortir les chiffres pour nous convaincre, parce que c'est vrai que la société a connu des problèmes. Parce qu'on est en phase de faire de fusion. Oui, parce que Togo Télécom la fusion, je crois que l'erreur était au départ. Il fallait même pas peut-être séparer ça comme cela. Mais partout c'est séparé. Oui, séparé. Non, quand vous prenez France Télécom, c'est pas séparé. Ouais, mais c'est France Télécom. Oui. En fait, le problème c'est quoi? Quand vous prenez Togocel et Togo Télécom, ça appartient à l'État. Et vous voyez qu'au niveau de l'équipement, l'État dépense doublement. Or, l'État aurait pu dépenser une seule fois pour les deux opérateurs. À un moment donné, les deux sont entrés même en concurrence. Pourquoi Togocel est allé faire Togo Télécom est allé faire illico alors que la téléphonie mobile était censée être gérée par Togocel? Et à un moment donné, pourquoi Togocel se met à faire les cabines fixes et tout cela? Vous avez vu qu'il y avait véritablement un désordre qu'il ne fallait pas avoir. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'ils soient ensemble peut permettre à l'État de dégager des bénéfices. Mais c'est pas la raison. Parce que Togo Télécom va couler, qu'ils sont d'être ensemble. C'est pour cela c'est Togocel qui supporte aujourd'hui les employés de Togo Télécom. Oui, c'est pour ça que je dis que tu ne me donnes pas les chiffres. Parce que moi aussi j'ai des informations qui me prouvent que Togocel à lui seul a réussi à effacer certaines de ses dettes jusqu'à ce jour et autres. Donc il y a eu, je crois qu'il y a eu un problème de personne au départ. Et je crois que même si Togo Télécom à un moment donné a eu un problème de gestion, au départ, il y a eu un problème de personnes qui a fait que ces sociétés-là sont entrées en concurrence, alors qu'il ne devait pas avoir concurrence entre Togo Télécom et Togocel. Et vous savez, Togocel installe ses équipements, Togo Télécom installe également ses équipements, et des équipements qui auraient pu servir aux deux sociétés s'il n'y avait pas peut-être cette guerre de personnes. Les deux sociétés avaient conclu construire un siège unique, après il y a eu des problèmes, Togocel a construit son siège aussi après. Oui, et c'est pour cela que j'ai dit derrière il y avait une sorte de guerre entre les personnes et autres, mais il faut reconnaître que Togo Télécom a eu de sérieux problèmes et maintenant ils essaient tout de même de relever parce que même au niveau de l'oxygène de la part de Togocel. Eux, à leur niveau, eux-mêmes également, ils se sont organisés quand même pour essayer de se relever avant de parler de Togo cellulaire et autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'accès à Internet, comme je l'ai déjà dit, c'est une bonne nouvelle de savoir que ce ne sera plus seulement Togo Télécom. Que veulent les populations? Les populations togolaises veulent avoir la bonne connexion, faire les appels vidéo, les conférences vidéo, télécharger les fichiers, des programmes télé sur Internet. Mais ce qui n'est pas passé aujourd'hui, trop de promesses sur le marché d'Internet au Togo, n'est-ce pas, Justin? Non, je pense que tout ça sent tellement du cafouillage. Hein, parce que et tout à l'heure, mon confrère se posait la question de savoir si éventuellement il devait y avoir une troisième société de téléphonie mobile. Pour quelle demande? Moi, je dis d'emblée que la demande aujourd'hui, elle est tellement forte. Parce que pour une population de 7 millions environ d'habitants, avec tout ce que nous avons comme les chiffres en matière de connexion, en matière de communication, je pense que la demande existe déjà. Maintenant, quand on se réfère par exemple au rôle régalien même de l'État, qui suppose qu'il faut veiller au bien-être des populations, je pense qu'il faut également aller dans ce côté-là pour dire qu'en réalité, les populations ne vivent pas mieux dans ce domaine-là. Donc, ça veut dire que c'est une chasse gardée, c'est une question d'intérêt, et les gens sont là et ils en tirent énormément de profit, ils ne veulent pas que d'autres rentrent dans le débat ou dans le dossier. C'est le cas de ce que vous venez d'évoquer par rapport à la fusion et qui s'annonce entre Togo Télécom et Togo Cellulaire. Alors qu'en réalité, cette ouverture devait exister pour permettre également à toutes les sociétés privées qui veulent maintenant aller sur le terrain concurrencer en réalité. Mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été le cas. Et depuis des années durant, nous avons dénoncé les magouilles financières qui existaient depuis
dans ce domaine de Togo Télécom. L'ancien DG, vous vous souvenez, Sam Bikassam, si j'ai bonne mémoire, avec le détournement des fonds d'Otan Africa, à un moment donné, la signature lui a été retirée. Et ces éléments-là, moi je pense qu'aujourd'hui, si véritablement on veut aller sur un terrain vraiment propice, il faut essayer de regarder dans le rétroviseur et voir dans quelle mesure il faut améliorer. Il ne faut pas seulement annoncer parce qu'il faut annoncer, mais moi je pense que le rôle régalien de l'État, c'est de veiller au bien-être de cette population. Et parmi ces rôles régaliens également, la consommation de l'énergie téléphonique aussi en fait partie. Je rappelle que c'est le Togo qui a lancé l'appel d'offres il y a plusieurs années pour recruter ou bien avoir un troisième opérateur virtuel. Depuis, on attend les résultats de cet appel d'offres. On va poursuivre avec les problèmes que rencontrent les populations riveraines des sites d'exploitation minière. Pas facile aujourd'hui de vivre dans les localités où on fait de l'exploitation minière dans notre pays. Ce qui devrait être un bonheur au début pour les populations riveraines est en passe de devenir leur malheur. Manjeli, Pagala, Dagmati, Harote, Sikakondi, Tabligbo, Peme et tout récemment Abobo, Zeglé. Ces localités vivent aujourd'hui l'enfer entre vivre par le fait qu'on y exploite des minéraux bizarres quand même, pour les populations qui vivent dans les zones où on exploite des minéraux, qui devraient être bien encadrés, qui devraient avoir toutes les infrastructures nécessaires pour être à l'aise, mais c'est ces populations qui souffrent plus. Fabrice Bédizi. Oui, ben c'est vrai que dans les clauses, quand même, généralement, lorsqu'on exploite un minerai quelque part, les populations riveraines doivent ressentir quand même les effets, même si les ressources appartiennent à l'État sur le plan national, quand même, là où c'est exploité, il y a quand même quelques dispositions élémentaires qu'il faut prendre, les écoles, les routes, les hôpitaux et tout cela. Et effectivement, dans les zones minières, surtout au niveau de Haroto, Ekpeme et autres, on a constaté qu'effectivement qu'il y a eu une vraie défaillance depuis le début de l'exploitation de ces minéraux-là. Et quand vous arrivez dans ces zones-là, ce n'est pas du tout développé, ce qui n'est pas normal, parce qu'en réalité, généralement, ça fait un poumon de l'économie et devait avoir des activités autour de ces zones-là qui devaient, même si l'État à lui seul n'ira pas construire la ville, les activités qui se déroulent autour devaient faire de telle sorte que il y a quand même un intérêt à aller résider là. Et aujourd'hui, vous voyez que dans ces zones-là, si ce n'est pas les fonctionnaires de l'OTP et autres qui sont obligés d'y aller, aucun Togolais n'a un intérêt à aller construire à Tabligbo ou je ne sais où, parce que bon, il n'y a rien. Ce qui n'est pas général, c'est une défaillance, parce que automatiquement la ville devait suivre. Ça pouvait être sur le plan commercial, les grandes écoles et tout cela. Et donc je crois que c'est une défaillance et aujourd'hui, et ça s'explique. Et quand vous prenez le Togo, même sur le plan politique, vous allez constater que généralement l'opposition est née dans ces zones-là. Et c'est parti de ces, comment je vais l'appeler, c'est parti de cette tricherie entre griffes, ou du moins de cette spoliation des populations-là, qui facilement étaient réceptifs à des messages qui consistaient à combattre le pouvoir qui existait, parce que il y avait une certaine mauvaise gestion, et ça n'a pas profité non seulement à ces localités, mais pas tellement également à l'ensemble du pays. Et donc, vous allez voir que la plupart des leaders politiques dans les années 90 ont beaucoup plus émergé dans la zone de Yoto, Vaucan et tout cela, avec beaucoup de partis politiques de l'opposition et autres, mais qui n'ont pas également réussi à faire changer la situation en ce qui concerne cela. Mais je crois que depuis quelques années, avec l'ITIE, des dispositions sont quand même prises pour que ces différents dédommagements-là qui devaient être faits aussi bien sur le plan environnemental et autres soient effectifs. Et donc aujourd'hui, je crois que si vous allez au niveau de l'ITIE, il y a quand même des ristournes. Mais comment est-ce que c'est géré? C'est ça. Et quelle est la valeur, ou du moins la consistance de ces ristournes-là? Je crois que c'est autour de ces éléments-là qu'il faut faire aujourd'hui débat. Parce qu'il y a un moment donné, il y avait ristournes, même si c'est pas grand. Au niveau des préfectures, c'est les préfets, les autres là qui gèrent ça. Et généralement, même si c'est pas grand, les populations ne savaient même pas qu'il y avait des ristournes. Maintenant, il faut chercher à savoir quelles sont ces ristournes, à combien s'évaluent-elles, s'il faut faire un débat ou du moins un lobbying pour que l'enveloppe financière soit augmentée, mais il faudrait que les populations soient au courant et que ces ristournes-là également servent
à poser les premières bases du développement de ces zones-là. Alors, on le disait, dans les localités où on exploite des mines, aujourd'hui, dans la plupart des localités, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école, pas de dispensaire. On a vu le dernier cas avec Ababa Zeguele où les populations sont sorties pour manifester, ils ont été vraiment réprimés. Alors, comment expliquer ce paradoxe-là? C'est le paradoxe. C'est chez eux qu'on puisse les minéraux et c'est eux qui souffrent plus. Ça n'a pas de sens. Hein. Le paradoxe, vraiment, ça n'a pas de sens. Puisque en réalité, lorsque les populations sont issues d'une zone minière, en réalité, donc cette zone-là doit se développer. Mais le constat, malheureusement, qui est fait aujourd'hui, vous prenez par exemple la zone de Zeguele dont vous parlez, pratiquement il n'y a rien. Vous prenez Haouté, vous prenez Pemé, où la transformation est faite. Bangeli, voilà, et pratiquement il n'y a rien. Vous prenez Tablibo, dont on fait cas tout à l'heure, mon confrère, pratiquement il n'y a rien. Donc la plupart du temps, ce sont les populations qui se déplacent pour venir au niveau de la capitale avant de trouver à faire, ainsi de suite. Et ces endroits, ces zones-là sont restés sont devenus des zones vraiment inexplicables. Parce que la misère est tellement ambiante, et la situation difficile, la situation économique de vie était complètement difficile. Donc, c'est pour dire que nous avons en face un problème de gestion même de nos pays. Et c'est là où, par exemple, lorsqu'on parle de la constatation, forcément, il devait y avoir la constatation. Parce qu'on ne peut pas admettre, on ne peut pas comprendre qu'une zone où il y a issue la richesse même économique du pays, et que ces zones-là soient devenues, et ce n'est pas une chasse gardée pour certains, et que pendant des années, 11 ans durant, vous prenez par exemple le cas de l'OTP, aujourd'hui SNPT, 11 ans durant n'a pas tenu de comptabilité. Et ça, c'est inexplicable, on ne peut pas comprendre. Vous prenez le cas de Wassem aujourd'hui, avec tout ce que nous avons eu à dénoncer, la situation de Panama Papers aujourd'hui, c'est insensé, c'est incompréhensible. Donc, vous prenez pas dans le cas de Bangeli dont vous parlez également, la situation dans laquelle les populations de Bangeli vivent aujourd'hui. C'est vraiment déplorable. Donc, tout le temps, c'est la population de Bangeli crie, ils développent de nouvelles maladies, ils crient. Voilà. À qui la faute? Pourquoi on ne les écoute pas? Mais c'est l'État. Qui doit accuser maintenant? Mais l'État. C'est qui exploite les mines ou bien l'État? Non, ça dit qu'en réalité, je vais encore le dire. Si ceux qui sont sommés, qui ont la manière de diriger le pays, n'arrive pas à poser les bases réelles du développement, je ne pense pas que ça puisse aller. Mais lorsqu'on s'acoquine avec ces sociétés-là, et ensemble on pille les ressources minières du pays, les terribles du pays, je pense qu'en réalité, il revient à ces gouvernants qui sont aujourd'hui aux affaires, qui n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle. Fabrice, à qui la faute? Qui doit qu'ils aujourd'hui? Oui, je crois que c'est le gouvernement est en grande partie responsable de cette situation-là. Parce qu'il leur revient dans les contrats qu'ils arrivent à conclure avec les sociétés qui doivent venir exploiter. Je crois qu'il faut établir clairement les règles du jeu pour voir à combien doit revenir, quelles sont les ressources, à combien ça doit s'élever et autres, et sur l'ensemble du pays. Bon, mais quand si c'est un peu l'ensemble du pays, on a constaté pendant longtemps qu'en réalité, les ressources du pays ne profitaient pas seulement aux zones où c'est exploité, mais à l'ensemble du pays, même si ça profitait à un petit groupe donné, parce que quand vous prenez aujourd'hui les indices de pauvreté, il est plus accentué, par exemple, dans la région des Savanes. Là-bas, bon, c'est vrai qu'il n'y a rien là à exploiter, mais il y a plus de pauvreté là-bas que dans le reste du pays. Donc, même dans la région centrale, il y a pauvreté. Oh, il y a le marbre à Pagala. Oui, c'est ce que je dis. Donc, c'est un problème général qui fait que on indexe d'abord les dirigeants, ou du moins le gouvernement, comment est-ce que c'est fait aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, quand vous prenez le boom phosphatier des années, je crois 80 et autres, ça a servi à construire des éléments. Est-ce qu'il y a eu un problème de planification dès le départ? Parce qu'il y a eu effectivement des entrées en ce qui concerne le phosphate. Et après la nationalisation et tout cela et autres, à quoi ça a servi? Alors, on voit aujourd'hui des immeubles comme l'hôtel de Février qui n'a pas vraiment rapporté. Donc je crois que non seulement il y a eu des entrées, il y a eu un problème de planification des ressources, à quoi ça devait servir. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, vous prenez une industrie comme l'OTP qui est devenue aujourd'hui la SNPT. Il y a un problème parce que ils n'ont même pas réussi également à renouveler le matériel. Et les employés sont constamment en grève, ils vont retourner en grève encore le 7 et 8 septembre. Ouais. Voilà, comment on peut exploiter du sable à ciel ouvert et après tout dire qu'il n'y a pas d'argent? Ouais, donc c'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion. C'est pour cela que je dis, ouais, c'est la terre qui est exploitée, mais il faut du matériel pour le faire. Et pendant longtemps, ils ont réussi à engranger d'énormes sous.
Mais sauf qu'ils n'ont pas su le réinvestir pour qu'aujourd'hui on puisse même amortir le matériel qui était utilisé depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Ça pose problème. C'est comme vous avez un véhicule, vous l'utilisez pour faire un taxi et vous vous en foutez pas mal de la vie. Il n'y a pas de révision. Pas de révision et autres. Bon, un matin tout s'écroule. Et donc, ce que vous avez pu faire comme recette au moment où le véhicule tenait, vous n'avez plus aujourd'hui les moyens parce que peut-être vous n'avez pas réussi à investir ou il n'y a pas une planification, il n'y a pas une vision autour de ça. Je pense que c'est ça qui nous rattrape un peu aujourd'hui. On va aborder notre sujet, on n'a pas le temps. Je sais que tu oui, j'aimerais quand même placer un mot peut-être avant de tomber sur le troisième sujet. Moi, j'aimerais tout simplement dire, peut-être pour conclure, que nous avons eu la malchance, le Togo a eu la malchance d'être dirigé pendant des années par des gens, des copains qui ne sont pas élus forcément par le peuple et qui sont là, qui s'y restent avec la complicité de l'armée. Et puis bon, on n'a pas de comptabilité à faire, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et chacun à son coin, lorsqu'il est nommé directeur de société, quelque part, il profite pour piller les ressources sans que aucune compétence, enfin aucune autorité ne puisse lui demander des comptes. Et l'impunité est toujours là, donc chaque jour que je fais, c'est l'actualité, chaque jour que je fais, on dénonce, mais il n'y a pas de réaction au niveau de l'Assemblée. Ça veut dire que c'est une question des copains, et qui sont là, qui dirigent, qui n'ont pas de compte à rendre à la population, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas élus par les populations. Moi, malheureusement, c'est le constat que je fais. Justin Lani, je reste avec toi, parce que par rapport au troisième sujet, ça t'intéresse, ça intéresse les lacs. Je viens des lacs. Alors, en début de semaine, je pense mardi, les chefs personnels des lacs sont réunis donc alors ils ont fait une conférence de presse donc pour annoncer publiquement que la prise de la fête sacrée aura lieu le 1er septembre comme prévu, mais cette fois-ci serait fait de façon différente que d'habitude. Du genre, il n'y aura pas une grande fête, tout serait fait dans l'intimité. Donc. Et le lendemain, il y a un communiqué qui sort, signé par des collectivités qui disent non, pas question, qu'il y aura bel et bien fête, et mieux encore, ils invitent les gens à venir massivement comme d'habitude pour qu'on fasse les choses comme on le faisait autant. Alors, entre les têtes couronnées et les collectivités, qui a plus de pouvoir dans les lacs? Parce que là, il y a vraiment du désordre autour de cette prise de pierre sacrée. C'est quoi l'enjeu? Oui, malheureusement, vous venez de toucher du point le problème, mais moi je viens de là, donc nous avons eu à mener des investigations, nous avons eu à écrire, nous avons eu à approcher, à interroger les concernés dans ce dossier-là. Et c'est un dossier qu'on a monté de toutes pièces parce qu'on veut descendre quelqu'un, la tête de quelqu'un ne plaît pas, et on passe par tous les moyens pour pouvoir peut-être le descendre, le garder quelque part et nommer une autre personne. Alors qu'en réalité, lorsque vous consultez même les chargés, les coups du couvent, on vous dit que ça ne se fait jamais. Donc lorsque un prêtre revenant est installé dans son trône, il est là à vie. À moins qu'il a commis une faute impardonnable. Mais le frère dont tu fais allusion, Nimanché, il a café à plusieurs reprises. Il a été coupable de beaucoup. Il a été même sanctionné, excommunié. Oui. Alors, pourquoi au nom de toute la préfecture, il ne va pas accepter? Non, ce n'est pas au nom de la préfecture. C'est là où je vous demande maintenant d'aller dans les lacs pour approcher les chefs. Vous abordez Tobé et Sifwaka de Zola aujourd'hui. Il vous dira qu'il n'a pas pris part à la réunion dont on fait cas Togbe et Zaki Lawson. Vous prenez par le président du conseil des trônes des chefs traditionnels des lacs, Togbe Keviko Toekwe d'Aklakou, il vous dira que c'est un faux usage de faux qui a été fait sur ce document. Au fin, les collectivités ont nommé un nouveau... Non, c'est pas les collectivités, non, ça veut dire que quand vous prenez le problème comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'au niveau de la collectivité, non, je vais vous expliquer, si vous voulez comprendre. On a passé le temps pour voir les détails. Peut-être pas les détails, mais il faut comprendre, c'est terre à terre. Dans cette collectivité de Maman Collet, il y a 11 familles. Il y a une seule famille, la famille Afan, et qui, à un moment donné, a eu la chance de garder ou de protéger, parce que la forêt sacrée c'est Agledi, la famille Afan c'est Agledi, qui protège la forêt et qui garde donc la pièce sacrée. Donc il s'est fait qu'il y a un problème. C'est à l'issue de ce problème-là, et que les autres familles n'étaient pas d'accord, c'est ce qu'on a constaté la fois dernière, et que la pierre leur a été retirée. Mais les 10 se sont solidaires avec le prêtre Nimanché dont vous parlez, avec d'autres chefs traditionnels de la région, et la seule famille maintenant, comment on l'appelle, Afan, est soutenue par Gefiogan à un moment donné qui a demandé à ce que le titre soit retiré, à qui on a pardonné publiquement devant le ministre, et il a accepté aujourd'hui, on dit qu'il est fatigué, il ne sort plus, et mais c'est maintenant, c'est Zaki Lawson qui prend ce rôle-là, qui le joue, qui se déplace de son palais à Nero pour aller à Agledi, pour tenir des réunions
avec des chefs, avec d'autres prêtres également et adeptes vaudous. Et ils sortent des communiqués qui maintenant créent la confusion totale dans Fabrice, pas de confusion, parce que les gars, chaque année, on le sait, et je sais, avant de venir à Fabrice, on le voit depuis 3-4 ans, chaque fois c'est plus la prise, c'est des lancers de pierre. Oui, alors il y a problème. Moi je crois que le premier communiqué était plus sage, quel que soit celui qui l'a signé. Il était plus sage, comme tu l'as dit depuis quelques années. Mais ça se fait pas comme ça. C'est une désolation. Le spectacle qu'on nous offre à la prise de la pierre sacrée n'honore pas le pays en général. Et donc je crois que c'était plus sage de faire marche arrière, réfléchir, voir comment on peut rebondir. Alors si on invite aujourd'hui des gens à venir, on veut faire les choses comme avant, les mêmes causes vont produire forcément les mêmes effets. Et donc moi je crois que les populations des lacs n'ont aucun intérêt à s'entre-déchirer et à s'exhiber aux yeux du monde de la sorte. Il y a eu un communiqué, le premier, moi je l'ai trouvé vraiment sage, parce que bon, il dit, compte tenu des problèmes, voilà, il faut faire les choses un peu à huis clos, il y aura la fête un peu partout, mais ce côté ostentatoire, festif là, il faut le revoir un peu pour un temps. Je crois que c'était quand même ça, parce que là où la façon dont c'est en train de se dérouler, à un moment donné, c'est le politique qui doit à un moment donné agir pour arrêter justement, tout ça. Justement, c'est l'autorité qui ne réagit pas. Pourquoi depuis lors le gouvernement n'imprime pas une force, ne met pas faire cette pareille-là? On a vu le ministre Bogossi qui a réuni les chefs tout récemment, ils ont fait une réunion. Mais le problème subsiste, il y a un problème là. C'est quoi en fait le truc? Est-ce qu'il y a des intérêts cachés derrière cette prise de pierre sacrée? Oui, mais je crois que c'est un problème qu'on peut retrouver pratiquement un peu partout au Togo. Le problème des chefferies, c'est aujourd'hui un réel problème. Et donc, là aussi, il y a un problème. Et c'est vrai que il y a la tradition qui est là. Vous allez voir, chacun passera de toutes les démonstrations pour dire c'est comme ça, cela devrait être fait. Et tous les arguments sont valables et logiques, convaincants. Et donc, face à cela, parfois, l'autorité peut être un peu embêtée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pendant longtemps aussi, on a suspecté des mains politiques derrière et tout cela. Donc, c'est des problèmes qu'il faut prendre avec dextérité pour ne pas amener certains à croire qu'à un moment donné on prend fait et cause pour une autre partie. Donc je crois que c'est un peu délicat. Et quand vous prenez l'édition de l'année dernière, tout le monde était ébahi par rapport à ce qui s'est passé avec des habillés en bleu et tout ça là. C'est quand même un zèle que moi je n'ai pas compris. Voilà, nous venons de sortir d'une élection présidentielle en 2015. Et on connaît le score de UNIR dans les lacs. Il est l'un des plus bas sur l'ensemble du territoire. Et puis par enchantement, on vient à une fête et puis on retrouve les gens en bleu, même jusqu'à la pierre et tout cela. C'est quoi ce zèle? C'est quoi ce zèle? Est-ce que vraiment le parti UNIR tire un intérêt dans une situation pareille? Je crois que s'ils attendent des populations de là, c'est dans les urnes. Pas habillé. On y reviendra. On y reviendra. La pièce sera prise le 1er septembre. Peut-être avant, il y aura d'autres émissions. Parce que là, notre invité attend depuis. Tu peux voir, on va marquer une pause et derrière on reçoit Monsieur Nadim Michel Khalif. Je lui rappelle qu'il est expert en politique économique togolaise. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, M. Nadim Michel Khalif. Il est expert en politique économique togolaise. Bonjour, M. Khalif. Bonjour. Content de vous retrouver ce matin pour la première fois sur le plateau de Toc Toc.
Merci. Alors, donc, vous êtes un expert en politique économique togolais, vous suivez donc l'actualité économique, vous suivez le développement de notre économie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les signaux sont rassurants? Est-ce que notre économie se porte bien? Non, je ne pense pas. En réalité, ça ne va pas. Ah bon? Non, parce qu'il faut aller à la base. Il ne faut pas regarder les chiffres officiels. Parce que les chiffres officiels sont toujours maquillés par une fausse réalité. Mais il faut aller voir dans le peuple. Il faut contacter les petites gens et leur demander comment vont leurs affaires. Est-ce que le tailleur a assez de clients? Est-ce que le vendeur de glace ou de pain vend mieux qu'avant ou pas? Et si vous faites cette enquête, vous verrez que ça ne va pas. Mais les chiffres, on nous dit que le Togo a un taux de croissance d'environ 6%, ce qui est acceptable en principe. Bon, qu'est-ce que c'est que le taux de croissance? Le taux de croissance, c'est lorsque ce sont les valeurs des agrégats économiques. Vous avez la consommation et vous avez l'investissement. Consommation plus investissement égale le PIB. Alors, qu'est-ce qui augmente? Dans les investissements, vous avez l'investissement public. Investissement public, et il y a dans la consommation, vous avez la consommation publique. Consommation publique plus investissement public, c'est la somme du budget. 1000 milliards pour cette année de prévu. Dans les 1000 milliards, il faut voir la réalité des prix pratiqués. Donc, si les 1000 milliards contiennent du faux, des surfacturations, aussi bien dans la consommation publique, quand on achète des choses pour les administrations, que ce soit des voitures, du papier, des ordinateurs, ou bien quand on investit dans les routes, dans les constructions publiques, si la valeur facturée n'est pas la valeur réelle, qu'elle est trop surfacturée, qu'il y a des commissions qui se sont ajoutées là-dessus, ben, si vous voulez connaître la vraie valeur donc, du PIB, il faudrait retirer ces rétrocommissions, ces surfacturations, pour connaître le vrai. Pensez-vous vraiment qu'il y a des surfacturations? Selon vous, il y en a? Oh, c'est connu, c'est pas seulement au Togo, hein. Mais chez nous, ça nous touche particulièrement parce que notre économie, elle est toute petite et quand on surfacture trop, ça fait mal. Hein, on prive les autres secteurs, notamment la santé publique, les hôpitaux, les dispensaires, les écoles, l'université, les collèges, les lycées, sont privés de ces surfacturations qui vont ailleurs, qui profitent à ceux qui construisent les bâtiments publics, qui profitent à ceux qui construisent les routes, qui fournissent les administrations, et ce sont les secteurs de l'université, de l'enseignement public, des lycées, des hôpitaux qui en souffrent. Il y a les salaires des fonctionnaires aussi qui en souffrent, parce qu'on pourrait augmenter les salaires en diminuant les surfacturations. Il y a tout ça, c'est pourquoi quand on me dit que la croissance, je dis oui, la croissance, les chiffres ont augmenté, mais ça dépend sur qui tombe la croissance. Qui est-ce qui profite de la croissance? Ce n'est pas les petits. Ce sont une minorité qui fournissent les administrations publiques. Les 1000 milliards de l'administration publique profitent à une minorité et ce sont ceux-là qui profitent de la croissance. Les autres, si vous allez faire une enquête, il y a une enquête des Nations Unies qui sort tous les ans, et bien le Togo est toujours classé le pays le plus malheureux du monde. Et vous comprenez, c'est notre position, vous comprenez pourquoi on est toujours dernier? Eh bien non, c'est ce que je viens de vous dire, parce que les petits, la majorité de la population ne profitent pas de la croissance. Comment peut-on expliquer que les agrégats de l'État, chaque année que Dieu fait, quand vous voyez les chiffres augmentent, et qu'on se retrouve dans cette situation-là? Comment j'explique? Non, c'est des chiffres officiels. Que voulez-vous quand une route qui est facturée à 50 millions, et que si quelqu'un d'autre peut la construire à 30 millions, eh ben, c'est bon. Mais dans les agrégats, la route de 50 millions CFA, 50 milliards CFA, elle est inscrite comme 50 milliards dans le PIB. Mais la différence, les 20 milliards, s'ils étaient au moins réinvestis dans le pays, donc le PIB resterait chez nous. Malheureusement, les 40% de surfacturation s'envolent à l'extérieur. Ça va à Dubaï, ça va dans les Émirats Arabes Unis, ça va à Hong Kong, à Shanghai, dans les paradis fiscaux. Oui, alors si on prend une référence par rapport au Togo, la référence, je prends le passé.
par rapport à aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça s'améliore ou ça s'empire? Non, quand on voit, je vous ai dit, le seul repère, c'est les enquêtes des Nations Unies sur l'état de bonheur des peuples. Chaque année, ils font une enquête dans tous les pays, dans les pays qui ne sont pas en guerre. Et il y avait, de toutes ces dernières années, il y avait 156 pays qui n'étaient pas en guerre. Et chaque fois, je retrouve le Togo classé dernier. 156e sur 156. Et c'est des enquêtes des Nations Unies. Ce n'est pas vous qui l'avez fait, ce n'est pas un parti politique. Hein, donc ça montre bien que nous ne sommes pas heureux. Que la majorité de la population n'est pas heureuse. Donc c'est ça qui est choquant. Comment est-on heureux selon vous? Comment, les critères, c'est ouais, quoi? Mais ça, ce sont qui font les enquêtes, qui ont des questions à vous poser. Et je ne sais pas, moi je n'ai pas été enquêté pour vous le dire, mais je fais confiance aux enquêteurs, parce qu'ils ont des instruments de mesure qui relèvent de leur capacité technique. Hein. Ok, on va évoluer. Comment peut-on expliquer qu'il y a tellement de potentialité au Togo ici, et qu'en matière économique, et qu'à chaque fois, quand on sort un rapport, le Togo est toujours en dernière position? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Mais je vous ai écouté tout à l'heure quand vous parliez des télécoms. Oui. Moi, je me rappelle, j'avais assisté à un débat télévisé à la TVT avec Bikassam, oui, DG, qui disait que dans 3 mois, dans 4 mois, on va avoir un Internet parfait au Togo. Et ils avaient investi environ 50 milliards CFA pour faire venir des câbles. La fibre optique. Fibre optique, je ne sais plus, moi je ne suis pas technicien, je ne m'y connais pas. Et que dans 3-4 mois, et j'ai voyagé avec des Israéliens techniciens dans l'avion, je les ai rencontrés, ils m'ont dit oui, que ça va aller, tout sera parfait. Et c'était il y a 5-6 ans. Oui, hein. Et ben, depuis lors, ça ne s'est pas beaucoup amélioré. Et après, j'ai appris le Togo Télécom qui annonce, oui, qu'on lui a volé les rouleaux de câbles au port. Or, chaque rouleau de câble, ça pèse 2-3 tonnes. Comment on peut voler ça? Ce n'est pas un carton de bière. Hein? Donc, il y a toutes ces choses-là qui laissent supposer qu'il y a une malgouvernance. Hein? Et vous avez fait état dans vos discussions tout à l'heure, je vous ai suivi, des tas de choses qui révoltent la population, les gens qui ont un certain niveau de conscience comme nous. Donc, nous comprenons les choses. Et c'est vraiment dérangeant, ça fait pleurer, quoi. C'est triste, c'est honteux. Donc, bon, moi, que voulez-vous, on dit de moi qu'il est contre nous. Il est contre nous parce que je dis certaines choses qui ne plaisent pas à nos gouvernants, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Je le dois envers le peuple togolais. Alors, Monsieur Nadim Khalif, vous avez certainement suivi le dernier scandale qui a touché la société Wassem, qui donc, au du Kinkler, a aussi fait jugement au niveau de Fortia. Alors, vous avez suivi ce que la révélation de le journal Le Confrère de l'Alternative, qui me parle d'évasion fiscale, c'est-à-dire que les ressources financières que Wassem fait ici sont rapatriées à l'étranger au niveau des paradis fiscaux. Alors, comment réagissez-vous donc à ces révélations? Vous savez, ça, c'est toutes les multinationales, tous les grands investisseurs internationaux, quand ils vont dans les pays sous-développés, ils font la même chose. Il ne faut pas croire que c'est seulement au Togo. C'est propre. C'est depuis les années 1980 que la mondialisation s'est développée. Donc les capitalistes des pays industrialisés, des pays riches, ont quitté leur propre pays pour aller investir en Chine, en Inde, en Indonésie, dans les pays qui sont devenus émergents. Ils gagnaient beaucoup d'argent là-bas et ils ne les rapatriaient pas intégralement dans leur pays d'origine pour ne pas payer les impôts là-dessus. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils créaient une société offshore, on appelle ça, ça veut dire en dehors du territoire, hein, notamment à Panama. Il y en avait aux États-Unis même. Les États-Unis ont des régions offshore qui sont comme zone franche. Hein. Et il y avait partout dans le monde entier. Moi, j'avais proposé les îles Vierges britanniques. Les îles Vierges britanniques. Moi-même, j'avais proposé au président Yadema en 1984 de créer une zone franche des services, pas industrielle, hein, ce que nous avons, non. Moi, c'était une zone franche des services au lac Togo, d'en faire un paradis fiscal pour attirer tous les capitaux des pays africains de venir
le placer au Togo. Et de là, ça pourrait profiter au monde entier. C'est une technique qui est propre au capitalisme libéral. Parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts sur la totalité, donc ils passent par une société ici, donc ils vendent à la société offshore, mettons à Panama, hein, ils vendent à la société offshore beaucoup moins cher, pour que le Togo ne voit pas qu'ils ont gagné de l'argent. Comme ça, ils déclarent peu de bénéfices au Togo. Et la société de Panama, elle refacture leur société d'origine, leur société mère, qui est dans leur pays, hein, plus cher. Et donc la différence de bénéfices, elle reste à Panama. Et Panama, on ne paye pas d'impôts. C'est ça le problème. Et la société vient récupérer après. Et de là, maintenant, là, c'est pas qu'elle récupère, elle-même, elle a une société là-bas, et avec l'argent qu'elle gagne, elle les place ailleurs. Elle les place sur les bourses, elles achètent des actions, elles achètent de l'or, elles achètent tout ce qu'elles veulent, des tas d'actions, et elles fructifient leurs capitaux là-bas en dehors sans payer de taxes. Parce qu'à Panama, on ne paye pas d'impôts. C'est tout simple. Donc, et n'importe quelle grande société fait ça. Est-ce que c'est légal? Non, non, vis-à-vis du Togo, c'est pas légal puisque elles cachent des bénéfices au Togo. Et vis-à-vis ensuite de leur pays d'origine, c'est pas légal non plus parce qu'ils cachent des bénéfices à leur pays d'origine, où ils doivent être taxés sur leurs bénéfices. Et donc ça, c'est une évasion fiscale. Si vous permettez, est-ce que dans cette façon de faire, est-ce que les actionnaires sont censés savoir que c'est ce qui se passe? Est-ce qu'ils tirent leur intérêt? Ça, c'est complètement... Et il faudrait à ce moment-là qu'il y ait un contrôle, un audit, de savoir pourquoi ils facturent. Ils ont une société offshore qui est à Panama. Pourquoi ils revendent à cette société-là au lieu de revendre directement à celui qui veut importer leur ciment? Ils passent par cette société, c'est cette société de Panama qui facture celui qui achète leur ciment à l'étranger. Alors c'est là on peut leur demander des comptes. Mais les actionnaires étaient censés connaître ça. Quand on est actionnaire, on peut savoir que c'est comme ça que la société sujet. Non. On peut être actionnaire et ne pas le savoir. Pas forcément. Non. Moi, quand vous achetez des actions des sociétés, toutes les sociétés, l'actionnaire, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à avoir des dividendes. Hein? Ou bien à avoir monté son action, et puis il la revend plus cher. Et donc lui, il ne sait pas ce qui se passe dedans. Hein. Ça, c'est des secrets de gestion. Donc, mais seulement ça dépend du conseil d'administration, comment est-ce qu'il est composé. Est-ce que les syndicats de travailleurs sont représentés dedans? Est-ce que par ceux qui sont représentés dans le capital, est-ce qu'il y a des gens qui ont connaissance de ça, ou bien ils ne veulent pas savoir, eux, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir des dividendes, et puis de revendre leurs actions plus chères. Maintenant, alors, une fois que c'est révélé, que doivent faire les actionnaires? Vu que maintenant ils savent que bon, ça se passe comme ça, quelle doit être leur attitude face à la société? Ça, d'abord, ils ne sont pas censés le savoir au début. Bon, maintenant qu'il y a un scandale qui s'est révélé, parce que par exemple, vous avez cité une liste de noms de personnalités qui ont des actions. Moi, si on m'avait proposé des actions à l'époque, j'aurais acheté des actions Wassem. Parce que c'est sûr que ça va gagner beaucoup d'argent. Tout comme j'avais demandé d'acheter à l'époque des actions de Togo Gaz, on n'a pas voulu m'en vendre. On a dit non, c'est réservé à un groupe. Donc, toutes ces sociétés-là, c'est qu'on devrait faire. Si on veut avoir une transparence, il faudrait que n'importe quelle société qui vient créer une grande industrie au Togo, hein, il faudrait réserver 25% des actions à la souscription publique. Offre publique de souscription. Tous ceux qui ont un compte bancaire, qui ont de l'épargne, qu'on puisse leur proposer chacun, par exemple, qu'ils puissent acheter 10 actions. Comme ça deviendrait un actionnariat populaire. Et comme ça, chaque Togolais qui a 100 000 francs de côté dans un compte d'épargne, il peut acheter des actions pour 100 000 francs, 10 actions, et il va se sentir, il dit, bon, les phosphates, c'est à moi, je suis dedans. Les ciments, c'est à moi. Et comme ça, tout le peuple va participer. Et l'état de bonheur va augmenter. Et quand on va distribuer des actions en fin d'année, parce que ça doit rapporter les dividendes, des dividendes, pardon, et donc ça va profiter à tout le monde, et tout le monde sera solidaire de cette société-là. Mais on ne le fait pas tout de suite. Dès qu'on crée une société rentable, le marbre, par exemple, également dans le temps, le fer de Bangeli, tout ça, c'est appelé à être rentable. Tout de suite, c'est pris, c'est réservé. Après, on apprend qu'il y a quelques personnalités
qui ont quelques actions dedans. Donc après, si on doit communiquer officiellement, puis voilà, on fait un appel pour dire, bon, venez acheter les actions. Voilà, à ce moment-là, on demande aux banques, on dit à tous ceux qui ont un compte d'épargne dans une banque, on les autorise au départ d'acheter chacun 10 actions, à tout le monde. On fait un premier tour. Bon, si c'est le quota de 25% du capital n'est pas, on fait un deuxième tour. À ce moment-là, ceux qui n'ont pas souscrit au premier tour laisseront les autres souscrire leur part au deuxième tour. Et comme ça, à ce moment-là, il y aura vraiment une participation de tout le peuple aux investissements étrangers, et on se sentira plus, on ne regardera plus Ouassem comme des envahisseurs. Actuellement, on regarde cela comme des envahisseurs. C'est comme ça que se fait en réalité, mais c'est votre proposition. Ailleurs, non, c'est ma proposition. Non. Ça se fait ailleurs, c'est ma proposition parce que nous, en Afrique, nous sommes vierges au point de vue tout. Donc, il faut trouver le modèle idéal qui puisse plaire au peuple, qui puisse plaire aux citoyens. Donc, c'est ce que je propose depuis longtemps. Est-ce que vous avez l'impression d'être en face d'une situation où il y a la minorité qui s'accapare un peu de tout, un peu partout? Non, c'est sûr, quand on voit tout, comment s'appelle l'autre, la société d'entreposage STE, qui entreposait le pétrole aussi, dès le départ, parce que ça s'est créé dans les années 80, ça. Bon, tout de suite, ça a été partagé, les actions ont été partagées entre une minorité d'hommes qui étaient au pouvoir, qui étaient dans le cercle du pouvoir. Au lieu de l'ouvrir à tous les épargnants togolais, ça aurait senti... Et là, c'est ça l'inclusion, parce qu'on parle toujours de développement inclusif, croissance inclusive. C'est ça l'inclusion, c'est inclure tout le monde. Quoi, tous ceux qui ont les moyens, parce que le pauvre paysan ne peut pas acheter des actions. Mais c'est ça l'inclusion, si on veut faire vraiment, si le président de la République veut faire vraiment de l'inclusion, on a permis aux tout petits, dans la finance inclusive, dans le secteur du secteur informel, aux tout petits d'avoir FNFI, d'avoir des crédits, ça a permis à la croissance économique d'augmenter. Ça, c'est un facteur de croissance, hein, ça a été important pour la croissance. Mais il faudrait qu'on permette à tous les enseignants, vous-même les journalistes, moi-même, etc., qu'on puisse avoir des actions dans toutes les entreprises, les grandes entreprises qui viennent exploiter nos richesses nationales, qu'on se sent partie prenante, qu'on se sent inclus dedans. Donc la croissance inclusive. C'est ça que devrait faire notre président de la République s'il veut vraiment se faire réélire avec une forte majorité. À ce moment-là, quand on se sent participer à la croissance, les gens vont voter pour lui, pour de bon, pour de vrai. Oui. Alors il y a eu polémique autour du fait que certains membres du gouvernement avaient des actions au niveau de Ouassem. Est-ce que c'est illégal quand on a du gouvernement? Non, moi je vous dis, si on m'avait proposé, on ne me l'a pas proposé. Mais vous n'êtes pas membre du gouvernement, vous n'êtes pas Premier ministre. Voilà, oui, mais si acheter des actions, ce n'est pas une faute. Hein. Quand vous voulez, au contraire, c'est une bonne chose que les Togolais, les membres du gouvernement, mais il faudrait que ce soit tous les membres, tous les citoyens togolais puissent y avoir accès. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt à un niveau donné? Ah, ça, maintenant, ça dépend de la pratique. Si ceux qui ont acheté les actions, ça sert uniquement pour couvrir les malfaisances, là, c'est mauvais, mais ce n'est pas dit que c'est comme ça. Hein. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans la liste de souscription, qui sont des honnêtes gens. Tout à l'heure, vous faisiez cas du fait qu'il faut aller vers l'expertise. Qui peut demander cette expertise-là? Les actionnaires. C'est pourquoi s'il y a un actionnariat large. Et là, à ce moment-là, quelques groupes d'actionnaires peuvent se demander à un avocat d'être leur interprète, et lui va demander des comptes, parce qu'on a le droit en tant qu'actionnaire d'expertiser les comptes. C'est ça qu'il faut faire. Oui, alors est-ce que l'évasion fiscale organisée par exemple par Ouassem, est-ce que ça dessert les actionnaires? Est-ce que les actionnaires sont-ils gagnants ou perdants? Ah, c'est sûr qu'a priori, tout ce qui est évasion fiscale, ça ne profite pas aux actionnaires. Ça profite seulement à la société offshore qui est à Panama, qui, elle, garde le bénéfice non déclaré. Alors, il y a une polémique aussi qui est toujours autour de cette affaire-là. C'est concernant Mme Isabelle Medavi, dont elle est députée à l'Assemblée nationale, dit qu'elle son cabinet elle défend la société Ouassem. Est-ce un problème pour un député de défendre une société privée? Non, le député lui-même n'est pas... C'est son cabinet qui se charge de ça. Oui. Hein, donc c'est le cabinet qui se charge de ça. Non, c'est pas incompatible. Vous savez, l'avocat a pour devoir de défendre quiconque vient à lui. Même si c'est un criminel, il doit lui porter assistance. Ça fait partie des devoirs de l'avocat. Monsieur Khalif, vous êtes économiste de renom, vous avez eu à côtoyer Feu Yadema. Aujourd'hui, nous sommes
dirigé par son fils. Si on vous demande de faire une comparaison entre la gestion en matière économique qui est faite du Togo au temps d'Yadema par rapport à ce que nous connaissons avec les dettes et puis partout, que direz-vous? Entre deux, je préfère Yadema. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce qu'on pouvait avoir accès à lui et lui dire certaines vérités. Il aimait les gens courageux qui lui disaient la vérité. Et il agissait et réagissait en conséquence. Parce qu'il était proche, quoi qu'on en dise, hein, Yadema était très proche du peuple. Et puis c'était un patriote, c'était un militaire. Vous savez, les bons militaires sont de vrais patriotes. Et moi j'aime beaucoup les bons militaires, parce que je suis patriote. Donc si je comprends bien, selon vous, le Togo est bien géré sous Yadema que sous Fort? C'est pourquoi je dis, Yadema était un très bon gestionnaire. Yadema n'a pas fait d'études, hein. Ouais. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais Faure a fait beaucoup d'études. Donc Faure n'a pas le droit de laisser passer des choses On peut lui en comme vouloir. ça. Ou alors il est coupé des réalités, on ne l'informe pas. Alors, est-ce que peut-être parce que vous avez été conseiller économique de Yadema à une période? Oui, j'étais 6 mois son conseiller et puis j'ai démissionné. Parce qu'on ne suivait pas mes recommandations, je me suis senti inutile. J'étais son conseiller du mois d'août 1984 à février 1985. J'avais mon bureau au CASEF. Et puis je lui ai écrit une lettre de démission, mais de démission, vous savez, il était tout puissant, hein, en lui disant que je me sentais inutile et que je restais à sa disposition, que je me retirais. Mais je lui ai dit que certaines vérités. Mais je ne sais pas si la lettre lui est parvenue, puisque je l'ai remise au ministre Amegbo, qui était son directeur de cabinet en même temps, que je salue au passage, que j'estime beaucoup, M. Amegbo. Donc il est au courant de ça. Mais je crois qu'il n'a pas dû lui remettre la lettre, sinon Yadema m'aurait appelé. Alors, est-ce que vous avez cherché aujourd'hui à rencontrer la chef d'État Faure Gnassingbé pour essayer de lui donner des conseils comme vous le faisiez aujourd'hui? Je lui ai écrit plusieurs lettres, il n'a jamais répondu. Vous lui avez écrit? Vous avez demandé une audience? Depuis sa prise de pouvoir, oui, je l'ai écrit en 2005, 2006, 2007. Et comme il n'a pas répondu en 2007, j'ai sorti mon livre « Pourquoi le Togo va si mal ?» et quelles sont les solutions pour le remettre sur pied. Est-ce que vous avez cherché à le rencontrer? Non, je vous ai dit, je lui ai envoyé 3 lettres de 3 pages et demie où je lui demandais une audience, où je lui exposais le programme que je lui soumettais pour redresser le pays. C'était en 2005, hein, dès 2005, 2006, 2007. Et comme en 2008, il n'y avait pas de réponse, c'est là que j'ai sorti mon livre « Pourquoi le Togo va si mal ?» Et vous savez, que j'ai publié sur Internet. Et vous savez pourquoi le Togo va si mal? Oh, bien sûr. Ça demanderait 2 heures d'émission. Non, juste... Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que le Togo va vers la dérive en matière économique par rapport à la gestion qui est faite? Oui. Le FMI le dit, c'est pas moi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le pire? Eh ben, j'espère que M. Sani Yaya, le nouveau ministre des Finances, qui a les capacités requises, parce que l'autre, son prédécesseur, n'était pas à la hauteur, c'est un juriste pur de droit public, il ne peut pas gérer une économie. Mais il a géré pendant 9 ans. Ouais, ça ne sert à rien, moi. C'est comme si vous me demandiez de faire l'avocat, d'être avocat au tribunal, malgré mes études économiques, tout ça, je ne pourrais jamais défendre quelqu'un au tribunal. Je ne connais pas les lois, etc. Il faut être dedans. Il aurait fait un tour Est-ce que ce n'est pas une question de gouvernance du Togo? Ah, il y a ça, bien sûr, aussi. Il y a la gouvernance plus la technicité. La gouvernance compétence, gouvernance, compétence. Et quelle interprétation faites-vous aujourd'hui du départ d'Ayassor? Est-ce que pour vous c'est une sanction? On n'en sait rien, vous savez, ici tout est secret. On apprend qu'il avait une prostate, peut-être que c'était pour aller se soigner. Mais je pense qu'il y a eu des pressions extérieures, du FMI, des conseillers du président. On parle de DSK par exemple. Donc il y a eu des pressions, bon là, il ne pouvait plus le garder si longtemps. Donc vous êtes réjoui de son remplacement? Ah oui, ça ne peut pas être pire. Ça ne peut être que mieux.
Quand même, Sani, le peu de temps qu'il a batté à la BTCI, il a commencé à faire des réformes intéressantes. Il a une certaine compétence, donc, et puis il a un passé prestigieux, auditeur d'Ecobank, etc. Donc, j'espère qu'avec lui, et puis avec Aïssim Maïdou à côté, que je salue au passage, c'est quelqu'un de très compétent. Alors, si jamais les deux pouvaient vraiment s'unir et faire appel à des compétences autour d'eux, on peut redresser la barre. Hein. En 5 ans, le Togo peut se remettre sur pied. Vous êtes optimiste? Ah, mais vous savez, quand vous avez la foi, moi j'ai la foi dans le Togo. Qu'est-ce que vous proposez pour que le panier de la ménager soit amélioré, soulagé un peu de temps dans les jours à venir, peut-être avant de nous quitter? Ah, tout d'abord, c'est toutes les dépenses publiques, créer un haut commissariat au contrôle des dépenses publiques pour rectifier tous les devis qu'on a fait pour les routes, pour les constructions, etc., récupérer des surfacturations. Là, on va récupérer, sur les 1000 milliards, on peut récupérer banalement 250 à 300 milliards. Récupérer chez qui? Bon, non, mais pour l'avenir. Maintenant, diminuer les dépenses, faire les dépenses, mais en diminuant la valeur. On peut dégager 200 à 300 milliards. Les 200 à 300 milliards, on augmente les salaires de 50%, ça fait 80 milliards. Vous êtes sérieux les 10 ans? Pardon? Augmenter les salaires de 50% au Togo? Oui, c'est pas pour rattraper. Mais on les prend sur les économies qu'on fait dans les surfacturations, hein, en réduisant en serrant les dépenses. Hein. Il y a les salaires qui vont... il y a un phénomène de rattrapage, hein, parce que normalement il faudrait les doubler, on ne va pas les doubler en une seule année. Bon, on peut dans un premier temps 50%, l'année suivante 25%, l'année après 25%, pour rétablir le niveau quand même minimum. Il y a ça, et ensuite l'université doubler son budget, qui est vraiment lamentable, alors que c'est l'avenir du pays. Et tous les collèges, les lycées, tout ça, mieux payer les fonctionnaires, il faut les enseignants, ils sont très mal payés. Hein, il faut tout cela, les médecins. On a beaucoup de médecins togolais qui vont plutôt exercer dans les pays voisins, au lieu de venir au Togo, parce qu'ils sont mal payés. Donc, tout ça, ça va améliorer la santé de la population, ça va améliorer le niveau d'instruction de la population, mais les effets de tout cela, la santé, ça va se reproduire tout de suite sur la production nationale. On produira mieux parce qu'on sera en meilleure santé, mais pour les études, pour les qualités techniques d'efficacité au travail, dans 5-10 ans, le Togolais sera au même niveau qu'il était avant. Parce qu'avant, nous étions avec le Bénin, le quartier latin d'Afrique. Maintenant, vous comparez un Togolais à un Béninois, nous sommes comme ça par rapport aux Béninois qui sont beaucoup plus élevés, au niveau intellectuel, au niveau de tout. Donc, c'est pas normal. Donc, il y a tout ça, on peut le rattraper. En 5 ans, on peut rattraper déjà pas mal. En 10 ans, là, on va être à top niveau parce que les investisseurs, à ce moment-là, viendront au Togo au lieu d'aller ailleurs. Parce que nous avons les plus bas salaires de l'UMOA. Nous avons la population la plus accueillante, la plus aimable qui soit, même au monde. Là, mais parmi nos pays voisins, nous sommes les plus accueillants. Donc tous les étrangers préfèrent être au Togo plutôt que d'aller au Bénin, au Burkina, etc. Je parle de l'UMOA. Hein? Et puis à ce moment-là, les investisseurs viendraient s'installer ici, parce que ça serait... Et puis il faut baisser les impôts, bien sûr, pour attirer les investisseurs, parce que nos impôts sont trop lourds. Il y a trop de charges. Ok, monsieur Nazik Khalif, l'émission tire à sa fin. On vous laisse l'opportunité de donner la conclusion, le mot de fin, mais j'aimerais vous poser une question à l'endroit de ce que vous suivez. On vous a connu très brillant à l'école, vous avez eu un bac avec mention très bien sur ce qu'on a pris. Quel conseil vous donnez à ce que vous suivez actuellement dans Tok Tok? Moi, j'ai bien réussi grâce à mes professeurs. Donc, il faut relever le niveau des enseignants. Et pour avoir de meilleurs enseignants, il faut les payer plus pour attirer. Il y a beaucoup de Togolais, d'enseignants togolais qui sont à l'étranger, qui reviennent au pays pour mieux former leurs compatriotes. Ça, c'est la base de tout. Et de même que pour nos médecins. Parce qu'on a beaucoup de gens. Par exemple, c'est pas normal que le ministre Ayassor aille se faire opérer à Paris d'une prostate. Une prostate, c'est une opération bénigne. Mais c'est pas officiel. Non. Bon, c'est ce qu'on a lu dans les journaux. Je ne sais pas si c'est vrai. Bon, il y a des tas de gens qui, tout de suite, prennent l'avion pour aller... Parce que, alors qu'on devrait avoir ici de bonnes cliniques, même des hôpitaux. L'hôpital de Lomé en 1956-58, jusqu'en 60, c'était le meilleur hôpital de la sous-région. Hein.
Les gens venaient des pays voisins pour venir se faire opérer à Lomé. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un mouroir. Madame, Monsieur, docteur de ce jour s'achève ainsi. Nous remercions notre invité, Monsieur Nadim Michel Khalif. Il est expert en politique économique togolaise. Merci à Fabrice Pédiesi du journal Libéral. Merci aussi à Justin Rani, patron de togovision.com. Mesdames, Messieurs, de la rediffusion, c'est à 22h30 sur LCF City FM. Merci à nos amis de la diaspora qui nous suivent sur le www.lcftogo.com. Bon week-end à vous tous et à lundi pour un nouveau numéro.